Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, plusieurs sujets. On va parler de la PS5, on va parler de son SoC en particulier et d'autres choses. On va parler aussi de Power GPU qui est un monteur de PC aux États-Unis et qui a eu des problèmes avec le Ryzen 5000, le Ryzen Zen 3, donc sur quelques puces qui apparemment sont mauvaises. Je vais revenir dessus. On va parler de Samsung, on va parler également de jeux et je vous dis à tout de suite. Pour commencer, on va parler de jeux, et oui. Donc je suis toujours sur The Medium, je prends mon temps en fait, ce qui se passe c'est que c'est un jeu assez prenant, hein, c'est assez noir, bon, c'est une histoire très noire, donc je préfère échelonner avec d'autres jeux, donc je fais plein d'autres jeux. En particulier, je viens de m'acheter King Crusader 3, c'est un jeu de stratégie, hein, vraiment stratégique, donc j'apprends un peu les règles parce que c'est juste énorme. Donc vous jouez un seigneur féodal, on va dire, au Moyen-Âge, donc vous êtes dans votre comté, puis après vous allez essayer de conquérir des régions, des pays, vous allez essayer de faire un empire, vous pouvez faire des mariages, vous faites une descendance, vous faites plein de choses, voilà, vous pouvez, c'est juste énorme, et voilà, ça, en plus vous parcourez les époques, etc. Donc c'est un jeu qui a l'air très intéressant, c'est vraiment purement stratégique, par contre je précise, hein, donc c'est assez spécial, tout le monde n'aimera pas, j'en parlerai également lorsque j'aurai un peu plus avancé dans ce jeu, et quand j'aurai terminé The Medium bien entendu. On va également parler maintenant de téléviseurs rapidement, je vous rassure, de Samsung, parce qu'on connaît les prix de, voilà, des téléviseurs Samsung, donc c'est les Neo QLED, je vous rappelle, hein, donc c'est-à-dire les mini LED, il y a deux gammes, plus du 8K, hein, mais je vais parler plutôt de la gamme 4K. Donc il y a la gamme Q85A et la gamme Q90A, donc c'est à peu près les mêmes gammes, sauf que la Q90A a un meilleur anti-reflet, des meilleurs angles de vision, un son un peu meilleur, voilà, quelques items en plus, mais c'est à peu près la même chose. Pour le prix, c'est également la même chose, c'est-à-dire que c'est assez cher, c'est plus cher que ce que je pensais, enfin, pour Samsung, je ne pensais pas ça, je pensais qu'effectivement ce serait assez cher, tout comme d'ailleurs le haut de gamme TCL qui va sortir, vous savez, le 0 mini LED, parce que tout ça c'est vraiment du haut de gamme, ils veulent vraiment percer dans le haut de gamme avec le mini LED, et donc laisser l'entrée de gamme au LCD classique. Et Samsung c'est ce qu'il a fait, puisque les modèles 55 pouces sont à 1600 et 1800 €, donc vous voyez, en 55 pouces ça commence déjà à faire assez cher. Les modèles qui sont au-dessus, en 65 pouces, c'est 2200 et 2600 dollars, excusez-moi, c'est pas des euros en plus, c'est des dollars. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment pas axé en entrée de gamme du tout. Si vous voulez de l'entrée de gamme, qui sera de qualité d'ailleurs, hein, je le dis, mais on verra, ce sera plutôt TCL, d'autres modèles, hein, comme la gamme 825, ce sera également peut-être Hisense et Xiaomi, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et maintenant, parlons de PS5. Ah, PS5. Alors déjà, ils ont un problème. Et oui, ils ont un problème avec un recours aux États-Unis. Ça commence et ça peut faire mal. Hein, vous savez, les recours aux États-Unis avec la DualSense Drift. Et oui, comme le Joy-Con Drift de Nintendo, ça repart également pour la DualSense. Il y a pas mal d'utilisateurs qui se sont plaints de ça. Et il y a un utilisateur qui a fait un recours, qui a été donc porté par le même cabinet d'avocats qui s'était occupé de l'affaire d'ailleurs du Joy-Con Drift de Nintendo. Et donc, il y a d'autres utilisateurs qui commencent à téléphoner à ce bureau d'avocat pour se mettre dans ce recours. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc on verra comment va tourner l'affaire. Hein. Donc je rappelle que le DualSense Drift, c'est comme exactement le Joy-Con Drift, c'est-à-dire que grosso modo, vous ne touchez pas les joypads, et votre personnage bouge quand même. C'est peut-être dû à des micro-poussières qui se mettent à l'intérieur. On verra l'explication parce que cet utilisateur, en l'occurrence, il a dit que ça arrivait tout de suite. C'est arrivé tout de suite et non pas au bout de tant d'heures d'utilisation. Donc, à vérifier, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse le plus maintenant et tout de suite, eh bien entendu, c'est l'APU qui a été dévoilé de la PS5. C'est-à-dire qu'on a enfin un plan avec ce qu'il y a à l'intérieur, à peu près, je précise. Alors bien entendu, on ne va pas détailler ce schéma, ce design, on va quand même juste noter plusieurs choses qui vont être intéressantes d'ailleurs pour la partie dont je vais parler après, qui est un peu la testabilité, le test, vous allez voir, c'est très intéressant, sur la Xbox Series X, la PS5 et également sur les Ryzen. Mais on peut voir quand même qu'il y a apparemment 40 compute units. 40 compute units, normalement il y en a 36. Alors c'était comme la Xbox Series X, rappelez-vous, la Xbox Series X, il y avait 56 compute units pour 52 vraiment actifs. Pourquoi ils faisaient ça sur la Xbox Series X? Eh bien tout simplement pour le rendement, c'est-à-dire vous savez, vous avez un certain nombre de puces qui sont très grosses, hein, sur la PS5, l'APU de la PS5 et l'APU de la Xbox Series X sont des grosses puces, donc vous avez peu de puces par wafer, ce qui fait qu'en plus, comme vous avez de la défectivité,
parlé, ou j'en ai déjà parlé, des particules qui se posent sur les wafers, plus d'autres problèmes de process, bien entendu, eh bien, vous n'avez pas un rendement de 100%. C'est-à-dire que si vous avez 100 puces, imaginons, sur le wafer, vous n'avez pas 100 puces bonnes à la fin pour mettre dans les Xbox Series X ou dans les PS5, sans APU. Non, vous en avez beaucoup moins. Et donc, pour diminuer l'impact, on va dire, de la défectivité, ils ont trouvé un très très bon moyen, qu'on peut appeler ça un peu de la redondance quelque part, comme la redondance memory, c'est-à-dire qu'ils ont regardé le design de la Xbox Series X, tout comme le design de la PS5, et même le design de tous les GPU. Qu'est-ce qui prend le plus de place sur ce design, sur ce schéma? Eh bien, bien entendu, c'est quoi? C'est les compute units. Il y en a beaucoup, et oui, ça prend énormément de place. Et donc, si vous les multipliez, ces compute units, vous imaginez que vous avez donc une défectivité qui arrive sur votre puce, durant le process. Eh bien, si ça arrive sur une compute unit, et comme il y a des grandes chances, puisque c'est la plus grande surface, eh bien, vous désactivez au moment de tester la puce, c'est-à-dire qu'on teste les puces avant de les envoyer chez les clients, pour valider qu'elles soient bonnes, et on teste la puce et on voit qu'on a ce compute unit, par exemple, qui est mauvais, on va le désactiver, ainsi que 3 autres, et on va laisser 52 compute units actifs pour la Xbox Series X, et potentiellement 36 actifs pour la PS5. Je dis bien potentiellement, je vais revenir dessus. Ça permet d'augmenter assez considérablement le rendement. Alors, côté PS5, effectivement, on a donc 40 compute units, mais il y a certains qui disent que là-dedans pourrait se cacher le Tempest. Et oui, là, vous savez, l'audio Tempest, bah oui, parce que ça pourrait être, on va dire, un compute unit détourné qui serait transformé pour le Tempest, voire même plusieurs compute units. Donc, est-ce que c'est 4 compute units réservés pour le Tempest, ou 2 compute units par exemple, ou est-ce que c'est la redondance, on va dire, compute unit qui permettrait d'avoir un meilleur rendement? C'est là la question. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de Infinity Cache. Alors, c'est quoi l'Infinity Cache AMD? Eh bien, comme AMD avait un bus de 256 bits, vous savez, qui communiquait avec la GDDR6, c'était un peu faible par rapport à son concurrent Nvidia à une époque, ils avaient ajouté le Infinity Cache. C'était un gros cache de 128 mégaoctets, interne, très proche des compute units, ce qui permettait de communiquer rapidement en termes de flux d'échange et non de communiquer par GDDR6, c'est un peu plus long en termes de cycle d'horloge, et donc ça permettait d'accélérer et de compenser ce bus qui était un peu plus étroit. Xbox, avec leur Xbox Series X, ils ont choisi un autre modèle, c'est-à-dire qu'ils ont justement choisi de passer en 320 bits de bus, comme vous avez vu, pour au moins une partie, pour les 10 gigaoctets. Mais PS5, ils ont décidé de faire l'ensemble des 16 gigaoctets, donc le GDDR6, en 256 bits de bus. Et donc, on pouvait penser peut-être qu'il y avait une sorte d'Infinity Cache à l'intérieur de l'APU, en l'occurrence. Eh bien non, visiblement, apparemment, en tout cas, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas le cas. Ce sera bien entendu tout ça à confirmer. Pour la suite, j'attendrai un petit peu pour détailler un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur de cette APU, s'il y a des spécificités propres à la PS5. Mais voilà, c'est déjà un premier constat. Parlons maintenant de PowerGPU. PowerGPU, c'est un constructeur de PC qui a reporté dans un tweet qu'il avait pas mal de problèmes avec les Ryzen 5000 Zen 3, en l'occurrence. Il avait beaucoup de puces qui ne démarraient pas, qui ne marchaient pas à l'instant 0. Donc il a détaillé d'ailleurs ça, puisqu'il a dit qu'il avait, sur les Ryzen 5950X, il avait quand même 8 puces sur 50, ce qui est juste énorme, qui ne marchait pas. Sur les Ryzen 5900X, il en avait 4 sur 50. Sur Ryzen 5800X, il en avait 4 sur 100. Et sur les Ryzen 5600X, il en avait 3 sur 100. Alors ça va rapidement me permettre de vous introduire la testabilité, parce que bon voilà, je suis un peu spécialiste là-dedans, j'en ai fait pendant plus de 20 ans, donc je connais quand même. Et tout ce qui est testabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que grosso modo, on fabrique, vous savez, en process, par exemple TSMC 7 nanomètres, AMD fabrique, donc c'est Ryzen, ils fabriquent les puces sur des wafers. Les wafers, on les teste avant de les découper et de les assembler dans des boîtiers. Bah oui, c'est inutile d'assembler dans des boîtiers des puces qui sont mauvaises, car il faut savoir que l'assemblage coûte également très cher. Mettre en boîtier une puce coûte très cher. Donc, on va les tester avec des testeurs et des probeurs. Les probeurs, ce sont des machines qui vont se déplacer, qui vont faire déplacer le wafer. Il y a des cartes à pointe qui vont se poser sur les plots de la puce et on va tester ça. On va avec un programme de test que l'ingénieur de test a fabriqué. Donc ça va injecter des signaux en entrée et en sortie on récupère des signaux et on regarde si tout est ok. Si tout est ok, on dit la puce est bonne, sinon on dit la puce est mauvaise, on ne l'assemblera pas.
Pour information, on teste généralement, hein, c'est fait comme ça, mais on teste également une fois que c'est mis en boîtier avec ce qu'on appelle des handlers qui sont comme les probeurs. Ça prend simplement le boîtier, ça va la poser sur la tête de test, hein, ce qu'on appelle du testeur, et on va injecter les mêmes signaux, récupérer des signaux et voir si tout va bien une fois que la puce est assemblée. Donc on envoie des puces assemblées qui sont correctes car elles ont été testées en wafer et également en boîtier chez le client, en l'occurrence chez les assembleurs Power GPU par exemple. Alors qu'est-ce que c'est un programme de test? Je vais vous l'expliquer très simplement. On va devoir tester tous les transistors des APU, des GPU, des CPU et de tous les circuits qui existent d'ailleurs pour assurer que chaque transistor du circuit marche. Pour précision quand même, imaginez quand même que les CPU en question, ils ont des billions de transistors, c'est-à-dire des milliers de milliards de transistors à tester. En gros, l'ingénieur de test, il va devoir tester tous les transistors. Imaginez par exemple un électricien qui serait à Manhattan, voilà, il se trouve à Manhattan à New York, eh bien ça veut dire qu'il va devoir tester toutes les prises électriques, tous les conduits électriques, toutes les prises électriques de Manhattan. Ça veut dire qu'il va commencer par les avenues, puis par les rues, mais ce n'est pas suffisant. Il va devoir entrer dans chaque immeuble, et oui, chaque immeuble, et il va devoir faire tous les étages, mais ce n'est pas suffisant. Il va devoir entrer dans chaque appartement, et oui, et encore, il va devoir entrer dans chaque pièce, et il va devoir tester toutes les prises de chaque pièce. Il ne faut pas se contenter, on va dire, juste d'une vue générale. Et si jamais, imaginons, il ne fait pas quelques prises, par exemple dans un immeuble, et qu'il y a un défaut sur cette prise, et qu'on branche un appareil, eh bien on pourrait imaginer, alors ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer, ça va disjoncter tout Manhattan. Ça veut dire que grosso modo, s'il y a un défaut qu'on n'a pas détecté, eh bien la puce peut être mauvaise parce qu'on ne l'a pas détecté à t égale 0. Donc il est important normalement de tester tous les transistors. Ce qui est plutôt impossible, je vous le dis tout de suite. Et oui, donc on teste le maximum, mais ça s'appelle un taux de couverture. Ainsi, vous allez très rapidement, l'ingénieur de test va très rapidement pouvoir tester par différents artefacts 90% par exemple du circuit, donc 90% des transistors. Il va peut-être mettre 1, 2 semaines, 3 semaines pour faire le programme de test. Par contre, s'il veut passer de 90 à 95% de taux de couverture, c'est-à-dire 95% des transistors du circuit testé, ça va lui prendre 2 semaines de plus. Puis s'il veut passer à 97, ça va lui prendre 2 semaines de plus. Et 1% encore, 2 semaines de plus, etc., etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc il y a un compromis à faire entre le taux de couverture et le temps que vous allez y passer. Ça, c'est très important à comprendre. Mais s'il y a par exemple 2% de transistors dans Manhattan qui ne sont pas testés, 2% de prises qui ne sont pas testées, il y a un risque. Et ce risque est accru en fonction du rendement du wafer. C'est-à-dire que moins vous avez de défauts sur le wafer, moins vous avez de risque que la particule en question qui va tomber sur le wafer aille dans ces 2% de transistors non testés. C'est simplement de la statistique. Par contre, si vous avez beaucoup de défauts, si vous avez un mauvais rendement à TSMC, à Samsung, chez Intel ou j'en passe, eh bien vous avez un risque accru effectivement que des défauts tombent dans ces 2% qui ne sont pas testés. Bien entendu, si vous avez que 95% de taux de couverture, c'est pire, 90% c'est encore pire. Vous commencez à comprendre le problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bons rendements, et meilleurs les rendements sont, moins vous avez de risques d'avoir des retours clients, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des défauts chez les clients, même si on a un taux de couverture qui n'est pas de 100%. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas 100%? Je réinsiste, parce que ça prend énormément de temps. Alors bien sûr, il y a des machines d'état, ce qu'on appelle des machines d'état qui permettent de tester à l'intérieur, c'est-à-dire on ajoute des transistors qui vont venir tester pour vous tout l'immeuble par exemple, c'est-à-dire c'est un peu comme si l'électricien arrivait en bas de l'immeuble, appuyait sur un bouton et c'est soit vert soit rouge. Si c'est rouge, c'est que l'immeuble quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, donc tout Manhattan est déclaré mauvais, ou la puce en l'occurrence. Si jamais ça passe vert, ça veut dire que tout l'immeuble va bien, on passe à l'immeuble suivant, on appuie sur un bouton et on regarde. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, mais ça a un prix, et oui, le prix c'est qu'on rajoute des transistors. Ah ben oui, ça se fait pas gratuitement, c'est-à-dire qu'il y a du design qui est fait pour faire du scan, du BIST et j'en passe, et donc la surface de la puce, hop, elle grossit, et oui, et voilà, donc vous comprenez la problématique. C'est là encore, on va dire, un bon compromis entre ce qu'on peut faire, et enfin ce qu'on va faire en scan, en BIST, etc., et donc la place que ça va prendre. Le dernier point le plus important en testabilité, et je finirai là-dessus,
C'est le temps de test. Et oui, le temps de test parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut essayer de capter les early failures aussi, vous savez, les défauts de jeunesse, parce qu'il peut y avoir un défaut qui se pose sur la plaquette, mais qui ne se déclenche pas tout de suite. C'est-à-dire que par exemple, l'électricien va brancher un appareil sur la prise, et bien la prise va marcher pendant quelques secondes. Et donc s'il enlève l'appareil avant de la laisser trop longtemps, eh ben, il considérera que la prise est bonne. Alors que s'il remettait l'appareil une deuxième fois, ça déclencherait et ça disjoncterait tout Manhattan. Parce qu'il y aura un défaut qui se déclencherait, mais au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. C'est cette courbe-là que l'on voit, et effectivement, plus on attend, c'est la courbe baignoire, le début de la courbe baignoire, et plus on attend, moins on a des défauts de jeunesse. Et donc l'intérêt, c'est d'éliminer au moins toute la première partie, la pente qui est très forte. Mais ça va prendre plusieurs secondes, voire ça peut prendre plusieurs minutes. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas malheureusement tester toutes les puces. Par exemple, imaginez si on disait on va tester les puces pendant 1 heure, de façon à tester le maximum de transistors, aller plus loin pour tester les 100% de transistors, et en plus, on l'a fait tourner pendant 1 heure, donc beaucoup moins de risques après d'avoir des early failures, des défauts de jeunesse. Et oui, mais malheureusement, imaginez si vous avez 100 puces, donc vous allez tester 100 heures par plaquette. On va un peu augmenter ce chiffre pour arriver, grosso modo, chaque plaque va vous prendre 1 semaine de test. Il faut savoir qu'un testeur et un probeur, ça coûte excessivement cher, que même si vous les multipliez par 100, ça ferait donc 100 plaquettes qui sortiraient par semaine, 100 plaquettes de 100 puces. Même si on avait un rendement de 100%, ce qui est impossible, hein, ça ferait 10 000 puces par semaine, 10 000 puces de PS5 ou 40 000 puces par mois de PS5 ou de Xbox Series X. Bon, déjà qu'on est en pénurie, vous imaginez là, ce serait carrément catastrophique. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. C'est pour ça que le test doit durer quelques secondes au maximum. C'est pour ça qu'effectivement, on peut avoir des early failures. On peut les diminuer, les défauts de jeunesse, en particulier en testant à chaud, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire à 70 degrés en l'occurrence. Ça permet de diminuer les défauts de jeunesse et aussi de voir plus de défaillances en termes de fréquences, s'il y a des fréquences qui sont un peu justes. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la testabilité, mais je vais revenir sur Power GPU. Je dirais attendons. Ça peut être également un problème de BIOS, ça peut être un problème de configuration, ça peut, vous voyez ce que je veux dire, un problème de carte mère vis-à-vis de Ryzen Zen 3. Je vais être prudent avec ce qu'il y a comme résultat, on va voir, et en fonction des retours qu'il y aura, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus. A bientôt pour une autre vidéo.